Pour moi, les enfants, c'est les plus grands chamans de la Terre. C'est facile d'être une personne super spirituelle, d'être une business woman super successful, quand tu fais juste t'occuper de tes plantes puis de ton chat, là. Fais des enfants, occupe-toi-en 24 heures sur 24, puis on s'en reparlera. Salut à toi et bienvenue dans ce moment pas comme les autres. Je m'appelle Mathieu Play, je suis psychopraticien, artiste, passionné par l'humain et ses fonctionnements, créatif, conférencier et plein d'autres choses encore, mais aujourd'hui, c'est avec une nouvelle casquette que je me présente à toi. En effet, d'ici quelques semaines, je vais devenir papa pour la première fois de ma vie. Ce qui fait de moi ce que j'appelle un papa Schrödinger, c'est-à-dire un papa pas papa, mais déjà un peu quand même. Enfin, bref, je profite de ce moment charnière, unique, où beaucoup d'aspects de ma vie sont remis en perspective pour explorer ce qui se passe en moi. J'ai des milliers de questions, d'incertitudes, d'élan, d'émotions, d'appréhensions qui explosent façon feu d'artifice dans un vertige délicieux et plus ou moins confortable. C'est pour cela que j'ai décidé d'inviter des personnes expérimentées et sensibles pour partager ce moment avec eux et avec toi. Bienvenue dans mes questions de papa Schrödinger à Karine Langlois, a.k.a. Quantique Mama. Bienvenue à toi, Karine. Hey! Salut Mathieu! Wow! Quelle belle introduction! Ça me touche. J'adore ce terme. Bah écoute, bienvenue à toi. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'être là. Et j'aimerais pour commencer te proposer de sortir deux mots spontanément. Un mot qui correspondrait à ta météo intérieure maintenant. OK. Un mot de ma météo intérieure. Calme. Et un mot spontané pour exprimer où tu as été touché par mon invitation de papa Schrödinger. La lumière. Merci. Merci, Karine. Est-ce que tu voudrais bien, pour les gens qui ne te connaissent pas de l'autre côté de l'Atlantique, te présenter en quelques mots, te plier à cet exercice que je sais un petit peu, mais bon, on passera à autre chose vite fait derrière. Oui, avec plaisir. Je m'appelle Karine, alors je suis d'origine québécoise, canadienne, et j'ai été initiée par le monde des naissances en 2000, quand je suis devenue enceinte à l'âge de 20 ans. Et j'étais très, très heureuse à ce moment-là d'être enceinte, même si j'étais une jeune maman. Et ça a vraiment activé en moi quelque chose que j'étais encore bien, bien innocente et naïve et que j'étais pas en mesure encore de comprendre. Mais bon, je suis allée dans cette grande aventure du devenir mère, du devenir famille avec confiance et intuition. Puis, j'ai enfanté à l'âge de 21 ans à l'hôpital, mais j'avais cette conviction que j'étais née pour ça, que j'avais pas besoin d'intervention, puis que c'était l'histoire de l'humanité d'accoucher. Donc, j'avais déjà cette intuition-là. Et je suis allée enfanter vraiment naïvement, dans le sens où je me suis pas préparée pendant ma grossesse parce que j'étais tellement convaincue qu'on avait tout en nous que je me suis dit, mais pourquoi faut se préparer, tu sais? Et quand je suis arrivée dans ce grand vortex de la naissance, ben évidemment, je me suis fait happer. J'ai eu mon égo de dissolution, là, et tout a bien été, sauf que ça m'a vraiment, j'oserais dire, choquée de m'être laissée faite aller là, dans le monde des naissances, sans être avertie. Hey, Karine, tu sais, comme, tu penses que t'as pas besoin de te préparer, mais faut que tu te prépares. Mais, en tout cas, bref, je me souviens que quand mon fils est sorti, et tu sais, j'ai accouché naturel, tout a bien été, ça a pris 4 heures de la première contraction au placenta, mon bébé est arrivé, puis je savais que à ce moment-là, je voulais être dans ce monde-là pour le reste de ma vie. C'était comme mon initiation. J'ai toujours dit, avant d'accoucher de mon fils, j'étais translucide. Tu pouvais voir à travers moi tellement j'étais perdue, je savais pas qui j'étais. Et de l'autre côté de cet accouchement,
je savais, ben, en tout cas, j'étais à l'aube de ma nouvelle puissance et vraiment, là, c'était le début de mon chemin qui commençait. Donc, évidemment, j'ai fait une maternité proximale et il n'était pas question que j'aille à l'université tout de suite. Donc, je suis devenue doula l'année suivante et rapidement, comme doula, je suis arrivée dans des familles, on est au début des années 2000, qui voulaient plus aller accoucher à l'hôpital et qui peut-être avaient la misconception que j'étais sage-femme et donc voulaient accoucher chez eux. Et bien sûr, je leur disais, ben moi, je suis pas sage-femme, tu sais, je suis juste doula, j'accompagne. Et donc, ils ont eu l'intelligence de trouver cette sage-femme underground dans le système. Parce qu'à l'époque, au Québec, il n'y avait pas des maisons de naissance partout. Il y en a toujours pas partout, mais il y en a plus maintenant. Mais à l'époque, il n'y en avait pas encore un peu partout dans les régions. Et je me suis retrouvée avec ces familles qui voulaient accoucher chez elles, tu sais, début vingtaine, qui ont engagé cette sage-femme et rapidement, je suis devenue son apprentie. Et donc, j'ai eu la chance, je fais partie des sages-femmes à l'ère moderne, je pense des dernières sages-femmes à l'ère moderne de l'Amérique du Nord, tu sais, comme des pays qui sont évolués en termes de qui sont avancés là en termes de la pratique obstétricale et qui ont médicalisé la pratique sage-femme. Je pense que je fais partie des dernières sages-femmes qui a eu la chance d'être formée par une sage-femme traditionnelle. Bien sûr, à travers le monde, il y a encore plein de sages-femmes traditionnelles. Mais cette sage-femme-là, c'était une sage-femme que je considère traditionnelle et elle me prit sous son aile pendant plusieurs années. Et on a fait des accouchements ensemble et donc j'ai appris avec elle. Puis après quelques années, ben là, j'ai compris, parce que j'étais bien naïve encore, que c'était un peu, que j'étais dans l'illégalité finalement. Et ça m'a pris quelques années à comprendre que la naissance était un truc qui était médicalisé, qui était dans un cadre légal, etc. Donc, pour moi, ça allait pas d'être dans cette réalité underground. Alors, j'ai décidé d'aller faire mon bac sage-femme. Je suis rentrée au bac sage-femme en 2006. À l'époque, j'avais là 2 enfants et j'ai gradué en 2011. Pendant une dizaine d'années, j'ai été dans le système sage-femme québécois. Et donc, j'ai eu cette chance, ben, si on compte mes études, donc pendant 15 ans, d'être vraiment exposée aux naissances naturelles, physiologiques, à domicile ou en maison de naissance, bref, hors centre hospitalier. C'est vraiment la particularité des sages-femmes du Québec. C'est pas comme en France, où la plupart des sages-femmes sont formées pour travailler en centre hospitalier. Nous, au Québec, une des particularités qu'on a, c'est vraiment cette spécialité dans la physiologie. Je m'excuse. Cette spécialité dans la physiologie, donc vraiment dans l'accouchement naturel et en dehors d'hôpital. Alors, j'ai fait ça pendant 15 ans avec un débit assez élevé de 60 à 80 accouchements par année. Alors, j'ai été exposée énormément. Et entre-temps, là-dedans, bon, la vie a eu lieu, j'ai eu 2 autres enfants. J'avais parti mon blog qui jadis s'appelait Karine la sage-femme en 2011, un peu pour, comment dire, avoir une soupape pour aller exprimer les réalités de la pratique sage-femme, les réalités, les enjeux que je voyais sur le terrain par rapport au fait que, oui, on est dans un respect de la physiologie, mais quand même, il y a des choses un peu qui me semblent wrong, comme des protocoles, des interventions, des trucs qu'on fait, qu'on a normalisé au fil des années et qu'on se rend même plus compte à quel point c'est fucked up, tu sais. Et donc, j'ai commencé mon blog comme ça. Puis, pendant plusieurs années, tu sais, c'était un petit blog juste comme ça de temps en temps. Et en 2016, j'ai vraiment eu ce channeling, on va dire, que je voulais que mon blog devienne viral. Et là, j'ai eu l'audace, le courage d'y croire. Puis, je suis disparue. J'ai retiré mon blog pendant 1 an.
Et pendant 1 an, pendant que je travaillais, que je m'occupais de mes 3 enfants à l'époque, j'ai préparé mon plan d'action. Et en 2017, je suis revenue et ça a marché. Mon blog est devenu rapidement viral. C'était la belle époque, là, la belle époque des blogs et de Facebook. Tu sais, c'était vraiment, j'ai eu la chance de vivre ça. Et mon blog est devenu tellement viral qu'à un moment donné, il me coûtait extrêmement cher. Puis, il fallait que je trouve un moyen de le monétiser, si on peut dire, pour pouvoir le garder en ligne. Et c'est là que l'idée de faire mes préparations virtuelles à la naissance, au postnatal, a vraiment pris forme. Je l'avais depuis le début, mais je pensais pas que ça viendrait aussi vite. Et donc, en 2017, j'ai produit ma préparation virtuelle à la naissance, qui est sortie en octobre. Et tout de suite, c'est devenu le nouveau petit pain chaud, là, populaire au village. Et tu sais, c'est vraiment, moi, je dis toujours, tu sais, si vous allez voir sur mon blog, qui s'appelle plus d'ailleurs Karine la sage-femme, qui s'appelle maintenant Quantique Maman. Et il y a une petite anecdote à ça que je pourrais t'expliquer. Mais ma mission, c'est vraiment le nouveau paradigme des naissances et des femmes. Et vraiment, depuis 2017, je l'ai vu, je l'ai témoigné émerger ce nouveau paradigme des familles, des parents qui ont l'intention, qui veulent travailler sur eux, qui veulent s'informer, réclamer leurs connaissances, faire les choix qui sont alignés avec leurs valeurs pour devenir ces parents conscients, pour enfanter cette nouvelle humanité de demain. Et j'aime à dire que je suis au premier plan depuis plusieurs années. Donc, pour clore un peu sur ma présentation, en 2020, j'ai quitté le système officiellement. Je m'étais détachée un peu du système avec la naissance de mon dernier enfant en 2019. Mais là-dedans, dans mon histoire, puis je pense que c'est un élément quand même, en tout cas, qui est pour moi très important. Mon premier fils est devenu malade. Il a eu un cancer du cervelet qui était incurable. Et pendant plusieurs années, il a été très malade. Puis en 2020, il est décédé. Et juste avant qu'il décède, j'avais envoyé ma démission à la maison de naissance parce que on habitait de toute façon la plupart du temps au Costa Rica, où on habite encore aujourd'hui. Et j'avais commencé à avoir une pratique terrain ici. Donc maintenant, je suis CEO, si on peut utiliser ce terme, de Quantique Maman. Donc, avec Quantique Maman, j'ai aussi, je suis co-directrice d'une école de doula, large spectre, qui s'appelle l'École Quantique, qui a été ouverte en 2021. Et j'ai une pratique de sage-femme ici, au Costa Rica, avec une communauté vraiment like-minded qui sont extraordinaires. Peut-être je reviens avec la petite anecdote de pourquoi je suis passée de Karine, la sage-femme, à Quantique Maman, puis on finit avec ça. Quand mon blog est devenu viral, je pense que ça a pris à peu près 1 an. En fait, dans la première année et demie de mon blog qui est devenu un peu viral, j'ai eu plusieurs plaintes à l'Ordre des sages-femmes. Mes propos dérangeaient. Et à chaque fois, tu sais, je gagnais mon truc parce que c'était quand même bien dit. Puis quand il évaluait mon dossier, tu sais, finalement, c'était correct. Mais une des plaintes qui a pas passé, c'était le fait que mon blog s'appelait Karine la sage-femme. Parce que au Québec, la pratique sage-femme, dans le code des professions, c'est une pratique qui n'a pas le droit d'avoir une pratique privée sous le nom de sage-femme. Donc, tu sais, quand je me souviens encore, j'étais sur mon balcon, puis la présidente ou la syndic, ouais, c'est ça, c'est la syndic de l'ordre qui m'appelle, qui me dit, Karine, il faut que tu refasses toute ta business, tu sais, puis que tu fermes Karine la sage-femme. Comme on dit chez nous, je capotais ma vie. Je voyais pas de solution. Mais bon, j'ai fait confiance à l'univers, puis je me suis dit, ben OK, on va faire un rebranding.
un rebranding complet. Et voilà, en quelques mois, on a fait le rebranding, puis c'est là qu'est arrivé Quantique Mama. Et Quantique, avec un cas pour Karine, mais Quantique parce que j'ai toujours été fascinée par la dimension de l'invisible et de l'impact de l'invisible sur le visible. Donc, comment la réalité qu'on voit, qu'on touche, qui est tangible, en réalité, c'est vraiment que 1%, si on peut mettre un chiffre, de la réalité. C'est juste que c'est ce qu'on voit, qu'on touche, qui est palpable, mais le grand tout, c'est 99,999%. Donc, comment qu'on peut vivre une vie dans cette réalité tangible et palpable, mais en étant consciente de l'impact de ce grand tout sur nous, tu sais. En tout cas, voilà d'où vient le mot quantique. Ok, merci pour cette présentation. Je tiens à témoigner à titre personnel du fait d'avoir suivi ton podcast qui s'appelle donc Quantique Mama, qu'on peut suivre à peu près sur toutes les plateformes Si c'est possibles et l'invisible. imaginables. Oui. Si c'est l'invisible. Ok, Mon si c'est podcast. l'invisible. Ouais. Et donc du coup, j'ai écouté ça avec appétit. Je me suis retrouvé à vraiment découvrir des choses, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a eu des bouleversements pour moi juste dans ce que tu exposais, dans ce que tu mettais accessible. Donc je te remercie déjà pour ça, pour l'expérience personnelle qui est la mienne. Et j'invite tout le monde à suivre ce podcast parce qu'il est passionnant et tout ce que tu nous as un petit peu esquissé là dans cette présentation est vraiment détaillé. Tu reviens sur chaque épisode avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'honnêteté et puis beaucoup d'intelligence pour donner à voir de cette expérience, donner à voir la simplicité avec laquelle on peut prendre tout ça et la puissance que ça peut donner à quelqu'un comme toi. Donc du coup, j'invite tout le monde à aller voir ça. Et puis j'ai eu la chance aussi de suivre le premier module, préparation à la naissance que tu proposes. Et même chose, je suis ravi de te recevoir parce que ton travail me touche profondément, vraiment. Merci. J'aimerais prendre quelques secondes d'ailleurs pour remercier Arsiné avec qui j'ai échangé quelques mails pour arriver jusqu'à toi et puis remercier Gaëtan qui s'occupe du côté technique, qui est mon acolyte de bateau pirate et qui sera là pendant tout l'échange au cas où il y a quelque chose qui bug au niveau technique. Donc merci Gaëtan. Donc on va pouvoir commencer avec ces questions de Papa Schrödinger, tu vois, Quantique Mama rencontre Papa Schrödinger, c'est vraiment rigolo. On dirait qu'on est dans un Marvel. Est-ce que tu es prête? Oui, j'ai hâte. Ok. Ma première question sera la suivante. Quelle serait la première chose que tu aurais envie de dire au Papa Schrödinger que je suis? You've got this. En fait, je pense que les pères, le partenaire, la partenaire, on va dire, alors je vais m'adresser à toi, you've got this, et t'es important. J'ai eu une mentor dans ma vie qui a été vraiment importante, qui disait, la personne à l'accouchement qui est la plus importante, c'est le père. Et la première fois qu'elle a dit ça, j'étais offusquée. Je me disais, mais non, mais c'est la mère, c'est la femme qui enfante, voyons. Et une fois qu'elle a expliqué, j'ai compris. En fait, je vais te le dire maintenant dans mes mots, je pense que tu es le gros arbre pour ta femme. Pendant la grossesse, l'accouchement, le postnatal, mais vraiment, tu es le gros arbre. En fait, on veut que tu sois le gros arbre. Parce que si t'es pas le gros arbre bien enraciné, qui croit en sa femme, qui croit en elle, même quand elle y croit plus, qui reste ancrée dans ses racines quand elle se décompose complètement, quand son ego éclate et se dissout pour qu'elle puisse devenir mère, ben, si t'es pas ce gros arbre-là, tout peut vraiment chier. Puis, c'est là que, les choses peuvent devenir assez catastrophiques. Et sérieux,
Dans ma pratique, moi, je demande toujours aux deux parents d'être là au rendez-vous. Ici, dans la jungle, en tout cas, c'est comme une de mes exigences pour accepter de travailler avec eux. Parce que c'est ça, l'idée, c'est comment on va travailler sur cet archétype du gros arbre tout au long de la grossesse pour que quand tu vas aller avec ta femme dans le vortex de la naissance, tu te sentes solide, enraciné et que tu y crois pour vrai dans la capacité de ta femme à mettre au monde ce bébé-là. Parce que si tu es dans le doute, si tu fais pas le travail en amont, si tu penses que c'est juste une affaire de femme accouchée, puis que tu es juste comme un petit élément dans le décor par rapport, ben tu es un petit arbre là, qui va casser au premier coup de vent, puis ta femme, elle s'en va vraiment se mettre dans la gueule du loup et elle peut se faire bouffer, tu sais. Alors que si tu es ce gros arbre, ben tu peux vraiment être avec elle, puis enjoy the show. You've got this. Ouais, je te remercie beaucoup. Il y a une parenthèse que j'ouvre, mais que je sais qu'on ne pourra pas refermer aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir et la compagne qui est la mienne, et qu'on ait tous les deux le temps de préparer ça. Et je réalise que ce temps qui, pour plein de gens, peut s'apparenter à du luxe, ouais. En fait, c'est basique. Donc j'ai la chance d'avoir ce temps-là, mais c'est pas logique que ça soit de la chance. C'est comme ça que je le ressens. Ce serait logique que ça soit pas de la chance de tomber sur ce que je suis en train d'expérimenter et ce qu'on est en train d'expérimenter avec ma compagne. Ça devrait pas être du luxe. Il y a quelque chose d'évident là-dessus pour moi maintenant. Et donc c'est toujours pas arrivé puisque je parle en tant que papa Schrödinger. Je sais pas ce qui va se passer. Par contre, je sais que ce gros arbre dont tu parles, j'aurais pas pu l'être si j'avais pas eu ce temps-là. C'est sûr. Là, je sais que j'ai des chances de pouvoir l'incarner et le tenir. Parce que j'ai eu le temps de construire une connaissance de ce qui se passait, comment ça se passait, pourquoi ça se passait, qu'est-ce qui était en jeu, et à plein des... Je suis pas professionnel du tout de la chose, simplement j'ai compris, je crois, quelque chose qui fait que j'ai compris où était ma place. Mais pour la comprendre, j'ai l'impression qu'il faut quand même certaines infos, il faut quand même un temps dédié à ça. Donc, message à toutes les personnes qui nous écoutent. Vraiment. Mais c'est un peu... c'est fou, hein? C'est un peu débile mental de réaliser ça, tu sais, parce que, tu sais, c'est sûr que pendant la grossesse, le bébé, il est dans le ventre, t'as pas besoin de t'en occuper, tu sais, c'est ta compagne qui l'aide à se fabriquer 24/7. Puis toi, ben, tu supportes ta compagne, etc., parce que tu es un bon gars, tu es conscient. Mais le fait est que, tu sais, en postnatal, il va y avoir un vrai humain là à garder en vie, puis à s'occuper, puis à essayer de pas mess it up, puis pas traumatiser too much, puis comme à en faire un bon humain qui va grandir et qui va s'émanciper. Donc, pour moi, tu sais, d'entendre ça, c'est comme, wow, c'est fou pareil, tu sais, qu'il y ait peut-être autant d'hommes à travers le monde qui se disent qu'ils n'ont pas le temps de se préparer pour la plus grande transformation, le plus grand rite de passage, la plus grande cérémonie psychédélique que tu peux imaginer de ta vie, là, tu sais, comme qui t'attend, qui est l'enfantement, qui est le devenir père, le devenir mère, le devenir famille, tu sais. Comme, j'ai comme presque un haut le cœur juste d'imaginer que il y a des hommes qui pensent ça ou qui sont pognés dans cette réalité-là, tu sais. C'est triste. C'est triste parce que c'est pas un luxe. C'est comme si tu veux faire un bébé en conscience, faut que tu prennes le temps. Si tu veux être un parent conscient, puis pas reproduire les mêmes erreurs, tu sais, de tes parents, puis de tes grands-parents, puis etc., ou tu sais, de t'aligner, ben, ça commence par la grossesse, là. Ça commence par comment tu t'impliques, comment tu traites ta femme comme une reine, puis wow! Merci, en tout cas, de prendre le temps. Faut le prendre, le temps. C'est comme si... Moi, j'ai un peu une personne sans compromis. C'est comme j'entends ça, puis je suis comme, mais voyons. Mais non, c'est non négociable. Il faut prendre le temps. Je m'en fous que tu travailles 70 heures par semaine, là. Comme,
prends-le pareil, le temps, comme, fais ce qu'il faut. Ouais. Moi, ce que je ressentais à l'intérieur, si tu veux, c'était cette préparation que tu évoques très bien avec tes mots. Il y a un mouvement, en fait, qui est inverse à celui qu'on a habituellement. Je m'explique. En gros, il va falloir habituer la tête au fait que c'est pas elle qui va dire quoi faire au corps. Et en fait, on a tellement cette habitude-là que on ne sait pas accueillir quelque chose qui va nous mouvoir. On sait que générer du mouvement avec de la volonté. Et c'est presque Wow. ça, c'est inverser ce processus, ce sens de l'énergie, d'une certaine façon. C'est inverser le sens de l'énergie habituelle. Et donc, même quand on fait du corporel aujourd'hui, même quand on fait du sport, etc., on fait performer son corps et on l'entraîne et on lui dit quoi faire avec la tête et il faut arriver à un certain résultat, on attend un résultat, etc. Là, il faut travailler, mais on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et on s'en remet à plus grand que soi au moment où ça se passe et on se laisse traverser. Surtout, en l'occurrence, ma compagne qui va vivre ça va devoir se laisser traverser. C'est même sa mission d'une certaine façon. Mais c'est là où c'est dur. C'est qu'en plus, on vit dans une période où l'énergie circule dans l'autre sens par notre volonté, j'ai l'impression, collective, d'une certaine façon, notre construction. Je sais pas si je suis clair dans ce que j'exprime. Ça va? Ben oui. Mais non, mais c'est sûr, on est dans une ère moderne qui est menée par le bêta, où est-ce que la spiritualité est associée à un truc sectaire, etc. On s'est dissocié, on pense que c'est soit de la religion, soit une secte. C'est comme, it's fucked up. Sauf que devenir parent, c'est une expérience extrêmement somatique. Ça passe par le corps et si je veux dire, la plupart des personnes à l'ère moderne respirent même pas complètement jusque dans leur abdomen. Alors, on part de loin quand on veut, c'est quand soudainement, on a cette intention de se préparer de façon consciente, puis de s'en aller enfanter en respectant la physiologie, puis la sagesse du corps et celle du bébé. C'est pas du tout, c'est comme si c'est pas aligné avec notre société extrêmement bêta, réalité ordinaire. On est dans le 1%, puis le 99%, il n'existe pas. C'est une secte, cette affaire-là. C'est comme, non, je comprends. Wow. Mais t'as raison, c'est ça. C'est que, il faut revenir dans le corps, dans le soma, dans cette sagesse que notre corps sait, puis accepter d'être vulnérable aussi. Accepter qu'on va être happé par quelque chose de plus grand que nous, qui est extrêmement sécuritaire en passant, mais qui est vraiment puissant, puis qui fait peur, qui peut faire peur. Donc, tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui se ferment, puis qui restent dans « prenez-moi en charge, accouchez-moi », tu sais, c'est une affaire de femme, tu sais, moi, je vais être le pourvoyeur, puis c'est correct. Ouais. Bon, je vais essayer de refermer cette parenthèse parce que j'ai plein de questions qui sont plus... Vas-y. Mais j'aurais envie de partir pour plusieurs heures là sur ce départ-là, mais je te proposerai plus tard, tu verras si ça te dit. J'ai envie de te poser cette question. Quand tu poses ton attention sur la maman Schrödinger que tu as été, juste quand tu attendais ton premier enfant, qu'est-ce que tu ressens quand tu la contactes? Ah, je la trouve tellement belle, tellement puissante et à la fois tellement naïve et vulnérable. Puis, je la sens aussi extrêmement seule. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais envie de lui dire? You've got this. Ouais, you've got this. Puis, c'est sûr que si je pouvais lui dire quelque chose qui changerait le cours des choses, en me remettant dans le contexte des années 2000, tu sais, ce serait trouve-toi d'autres mamans, entoure-toi, prépare-toi une tribu avant. Parce que bon, tu sais, il faut mettre en contexte, j'avais 20 ans. Mes amis à 20 ans, ils faisaient le party, là, tu sais.
Alors, c'était dur de trouver d'autres mamans, mais peut-être c'est OK si tu trouves d'autres mamans qui ont 25, 26, 30 ans. C'est comme, va à la maison de la famille ou va au centre communautaire, tu sais, va chercher des ressources. Je pense que je lui dirais ça. Mhm. Ok. Et en admettant que elle puisse rentrer en connexion avec la femme que tu es devenue, qu'est-ce qu'elle te dirait à ce moment-là, toi? J'aime ça. Je pense qu'elle me dirait, donne-moi la force de rester ancrée dans mon intuition, puis de pas en douter. Donc l'alignement passerait aussi par elle. C'est ça que j'entends. Mhm. Ouais. Ok. Merci de partager ça. Merci à Qu'est-ce toi. que, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ton premier enfant pour la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là du premier regard échangé? Wow, je suis contente que tu poses cette question. Euh, Quand j'étais enceinte, OK, j'avais 20 ans. Bon, j'avais 21 quand j'ai accouché. Je me souviens en fin de grossesse d'avoir mon ventre, de sentir mon bébé bouger, de l'avoir vu à l'échographie et de dire, je peux pas croire qu'il y a un vrai bébé qui va sortir de moi. C'est inimaginable. Je comprends pas, c'est inconcevable. Et j'étais très sérieuse. Puis je me souviens de le dire à quelques personnes, puis de dire, je peux pas croire que je vais accoucher d'un vrai bébé. Puis il y a personne qui m'a même dit, mais oui, tu vas accoucher d'un vrai bébé, Karine. Les gens, j'ai l'impression qu'ils me trouvaient juste cute ou un peu bizarre ou whatever. Mais voilà, je suis comme allée accoucher avec cette espèce de... C'est comme si j'y croyais pas. Je le savais théoriquement qu'il allait avoir un bébé, mais c'est comme si je croyais pas que j'étais capable de faire ça. Même si j'étais convaincue qu'on était capable de faire ça. C'est bizarre, hein, mais c'était très sérieux. Et quand mon bébé est sorti, qui est arrivé sur moi, puis que, tu sais, j'ai eu l'explosion d'amour pour lui, je me souviens de regarder tout le monde qui était là. Tu sais, il y avait l'infirmière, le médecin, il y avait sûrement 2 infirmières, il y avait mon chum. Puis j'ai dit, je l'ai fait! Je l'ai fait! J'ai sorti un vrai humain de mon corps! J'ai sorti un vrai humain! Un vrai de vrai humain! Puis tout le monde s'est mis à rire aux éclats. Et moi, je me souviens d'être un peu insultée de leur rire puis de dire, non, mais ils comprennent pas, là. Ils comprennent pas à quel point c'est phénoménal ce que je viens de faire, tu sais. Ouais, en tout cas, c'était vraiment ma première pensée. Puis en fait, c'est cette pensée-là, tu sais, de faire comme de toucher à ça. Oh my God, j'ai sorti un vrai humain. Je l'ai fabriqué, je l'ai sorti moi-même de mon corps par un trou aussi petit, sans déchirer. Holy shit, c'est donc ben hot. Puis avant même que son placenta naisse, je m'étais dit, je veux faire ça toute ma vie. Ouais, alors j'aurai pas un bébé à toutes les années, alors je vais devenir sage-femme. Et là, le placenta est sorti. Ouais. Ok. Ah ouais, donc c'est un moment vraiment crucial pour toi. Et j'imagine, Vraiment. enfin, je crois comprendre que c'est un moment qui est aussi euh, ressource parce que c'est comme si tu pouvais, toi, dans ton travail, faire connecter les personnes qui vont dire la même chose à leur façon. J'ai fait un humain et toi, tu vas pouvoir ne pas te détacher de ce moment-là. Tu vas pouvoir le faire exister. Tu vas pas Oui. refermer la Ah, parenthèse, tu vas la laisser s'ouvrir. Hmm. oui. Merci. Ok. Vraiment. Hmm. Je l'ai pas dit dans mon introduction, mais en tout cas, j'aimerais ça faire une petite parenthèse par rapport à ça, ce qu'on vient de dire là, parce que c'est le fait de banaliser peut-être ce que la personne est en train de dire, qui est comme une révélation qui va changer le cours de sa vie, parce que pour moi, ça a changé le cours de ma vie, tu sais, d'enfanter Tivan puis de réaliser ça. Euh, c'est ça, je l'ai pas dit dans mon introduction, mais j'ai fait, suite à la mort de Sivan, une formation pour devenir thérapeute en pratique psychédélique. Donc, en fait, je suis praticienne en thérapie psychédélique.
je pratique pas en ce moment, mais c'était quelque chose qui m'intéressait énormément parce que, bon, moi, ça m'a aidé dans le deuil. En fait, ça m'a sauvé la vie, carrément. D'aller vers ces pratiques-là à un moment donné dans mon deuil quand ça faisait 2 ans. Et je pense que c'est ce qui a fait que je suis encore en vie aujourd'hui. Mais quand on fait une journey, une cérémonie avec une intention dans un contexte vraiment thérapeutique, des fois, les gens vont revenir après puis dire des phrases super simples comme « Oh, l'eau, c'est la vie! » Puis, tu sais, pour nous, dans l'eau, c'est la vie, c'est comme « Ben oui, l'eau, c'est la vie. » t'sais. Ben non, tu sais, oui, ça peut avoir l'air vraiment banal pour nous, mais cette personne-là, tu sais, cette phrase-là que tu es allé chercher, ça vient peut-être de changer sa vie pour une raison qu'on ignore. Fait que, tu sais, l'importance de pas banaliser des espèces d'exclamations comme ça que les gens ont après avoir vécu une telle cérémonie, un tel rite de passage qu'est l'enfantement. Tu sais, c'est vraiment fondamental, je pense. En tout cas. J'entends. Pour moi, ça a à voir avec l'acceptation immédiate de l'altérité, c'est-à-dire que si, à titre personnel, ce que tu m'envoies, c'est une révélation qui, si jamais moi je plonge dans cette expérience-là, si ça se trouve déjà, c'est pas le moment pour moi de le faire, et si je plonge dans cette expérience-là, moi aussi, je vais être bouleversé. Et donc, du coup, ça me fait penser à des moments, tu sais, où on lit des phrases un peu cuculapraline sur les réseaux sociaux, et à des moments, en fait, ces phrases-là, on va les redécouvrir par nous-mêmes, et à ce moment-là, ça va être une déflagration parce qu'en fait, c'est corporel. C'est pas c'est une vraie rencontre. Il y a quelque chose qui à ce moment-là qui se passe. Mais respecter ça, ça demande d'être positionné à un endroit où on peut accepter l'altérité en direct. C'est pas donné à tout le monde, j'ai l'impression. Ouais. Je pense qu'il faut être vraiment dans son soma pour être capable de respecter ça. Ouais. Ouais, je trouve ça intéressant parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des débuts d'émergence et qui vont vraiment vite rencontrer comme une sorte de pudeur qui va se déclencher par la réaction des autres. Et donc, c'est comme si ça ferme trop vite le robinet, un peu. Et ça peut raccourcir le moment, quoi, d'une certaine façon. Mais c'est beau que tu parles d'émergence parce que l'enfantement, ben ça a vraiment ce potentiel-là. Surtout quand c'est respecté, quand c'est vécu dans la sécurité, dans la confiance, dans l'abandon, que tu te laisses fragmenter, etc. Forcément, tu as une émergence identitaire, spirituelle, psychique, physique, au-delà de ça. Et c'est vraiment important de faire confiance à ce que tu es allé chercher, à ce que tu as cueilli là-dedans, puis à pas te laisser comme cap de joy, comme par les autres qui comprennent pas nécessairement ou qui amènent leur propre trauma d'enfantement dans ton postnatal, puis que limite sont jaloux que tu aies touché à ça, donc qui vont te dire des petits commentaires, etc., qui va pas te permettre de intégrer de façon optimale ce que tu viens de vivre. Donc, c'est pour ça que dans ma préparation pour un postnatal optimal, je dis toujours limiter la visite, parce que après, en postnatal, tout est tellement ouvert, faut prendre le temps d'intégrer, de tisser, puis de se refermer pour comme se protéger aussi du monde, puis de leur opinion ou de leurs histoires, etc., dont on n'a pas besoin dans ce portail si précieux. Ben, j'entends, oui. Et j'invite tout le monde à écouter comment ça sonne à l'intérieur. J'ai une autre question pour toi. Peut-être que tu y as déjà un peu répondu, mais ça m'intéresse de te la poser quand même. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es vraiment sentie mère pour la première fois? Est-ce que c'est ce premier regard? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait avec un grand à-coup, pile au moment de la naissance ou après? Comment tu as vécu ça, toi? Et moi, je me suis sentie mère à 5 ans, je pense.
À 5 ans, je disais que j'allais avoir plein d'enfants quand j'allais être grande, puis etc. Et après ça m'a passé, évidemment, là. Mais c'est pour ça que j'étais tellement contente quand j'ai découvert que j'étais enceinte à 20 ans parce que c'était pas prévu, c'était une surprise, mais j'étais tellement contente. C'était comme, ah, mais oui, c'est sûr que je suis enceinte à 20 ans, tu sais. Et je pense que pour moi, dès la grossesse, je me sentais mère. Puis je pense que c'est pour ça aussi que ça fait si mal quand tu perds un bébé. C'est peu importe le nombre de semaines, c'est réellement un deuil. Pour le couple, mais tu sais, pour les femmes, c'est réellement un deuil. Tu sais, moi, j'ai eu quelques fausses couches et tu sais, je peux dire sans vouloir à mon chum là, tu sais, ça va faire 28 ans cette année qu'on est ensemble, mais tu sais, pour lui, je sais que tu sais, ça a glissé là dans sa réalité. C'était pas quelque chose qui était très difficile à digérer ou quoi que ce soit. Peut-être une petite déception qui a duré un temps, mais pour moi, tu sais, si je me concentre, si je me reconnecte à ça, tu sais, je peux encore sentir la souffrance, l'éclatement, le deuil que j'ai vécu. Donc, tu sais, je pense que, ouais, ça commence avec réellement ces 2 lignes sur ce test de grossesse. Ok. Merci pour ton témoignage. Est-ce que tu pourrais me témoigner, néanmoins, justement, tu étais déjà prête en plusieurs fois depuis longtemps, finalement. Ça a juste confirmé quelque chose, j'ai l'impression, c'est ce que tu me dis. En tout cas, c'est ce que j'en reçois. Et malgré tout, quelle a été ta plus grosse surprise quand tu es devenue mère? Qu'est-ce qui ça comprenait comme surprise que tu pouvais pas prévoir? Ben, il y en a eu plusieurs, des surprises. Je pense que ma grande surprise, ça a été de voir à quel point j'allais pas être soutenue dans mon intuition, dans ma spontanéité à être une maman proximale. Parce que on remonte début des années 2000, c'était encore l'époque où tout le monde disait laisse pleurer ton bébé, tu le portes trop, tu l'allaites trop. C'était pas encouragé d'être une maman proximale. Et je me souviens que j'ai été profondément blessée par ces commentaires-là. Et ces commentaires-là m'ont vraiment amené aussi à douter de moi. Et je sais que, tu sais, il y a eu à quelques reprises des moments où on était, oui, fatigué ou, tu sais, quand tu te fais constamment dire c'est pas normal qu'il fasse pas ses nuits, etc. Ton bébé, il y a 5 mois, tu sais, comme il doit faire ses nuits. Nous, on t'a laissé pleurer, tu sais, t'es pas morte, etc. Ben, on a déjà essayé, tu sais, on l'a laissé pleurer, Séval. Moi, je me souviens qu'on est dans notre lit, moi puis Martin, puis on se tient un puis l'autre, puis tu sais, on essaye de le faire, puis à un moment donné, je fais comme non, mais non, ça marche pas, tu sais, puis je vais chercher mon bébé. Mais ça, là, j'ai trouvé ça tellement dur. Ouais. C'est de pas être dans ce concept du continuum, de pas vivre dans une société qui encourage le concept du continuum. Puis une autre chose qui a été vraiment difficile, ça a été. Puis, tu sais, je suis encore aujourd'hui à 44 ans et demi, là, tu sais, comme à chaque jour, c'est un travail de cette libération des blessures parentales de ma lignée. Tu sais, comme, parce qu'il y a énormément de violence, tu sais, dans ma lignée, tu sais, comme, les enfants avant, tu sais, dans les générations avant moi, tu lui donnais une claque, là, tu sais, à ton enfant s'il écoutait pas. Et moi, ça a jamais été quelque chose à laquelle j'adhérais, mais au-delà de donner une claque, il y a des réactions que mes parents avaient, que je me souviens qu'enfant, je détestais, et que à un moment donné, j'ai pu témoigner que moi, j'avais aussi ces réactions-là parce que c'était ancré en moi. Comme par exemple, crier sur mon enfant quand il écoute pas. Et tu sais, ça, c'est un travail en
continue parce que c'est pas un exemple que moi j'ai eu. Donc, c'est toujours d'amener cette conscience de dire, OK, tu sais, moi, je suis la première génération de parents dans ma lignée qui conscientisent à quel point crier sur ton enfant, c'est pas bon. Et il faut que je trouve le moyen, tu sais, puis les techniques, puis les approches pour libérer ça, pour que mon enfant, j'essaie de pas trop le gâcher, tu sais, puis de pas trop le traumatiser. Donc ça a été une grande surprise que j'ai eue, que je m'attendais pas. Donc ça revient vraiment, comme je disais, à réaliser à quel point j'étais pas née dans une société. J'avais pas grandi, j'étais pas née et j'avais pas non plus enfanté dans une société où le concept du continuum est la norme. Hmm. Ouais, merci pour ça. Ben, si tu veux, justement, en tant que papa Schrödinger, en fait, pour te faire un tout petit topo sur d'où je viens, moi, en gros, c'est comme si je suis passé par un refus d'incarnation, on va dire, qui a été vécu pendant quelques dizaines d'années, pas très bien. Et puis, il y a eu comme une bascule à un moment donné qui m'a fait enfin considérer mon statut d'humain comme étant acceptable. Et à titre personnel, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a autour de moi, je vois ça parce que j'y étais sensible, parce que c'est là que ça a explosé pour moi. Il y a eu une explosion dans la progressivité avec laquelle j'aurais voulu être accueilli. Donc c'est là-dessus que ça résonne chez moi, ce que tu dis. C'est ce truc-là qui m'a fait tomber du manège, si tu veux. Il y a eu quelque chose de trop brusque, de pas assez considérant. Et puis peut-être j'ai été pris en charge par des gens que je trouve pas assez finis de faire. Et d'une certaine façon, ils n'étaient pas inspirants. Ouais. Et ce truc-là, c'est donc dire, je n'ai pas... parce que c'est présent dans ta formation, donc je me permets d'aller dans cette direction-là sans avoir trop prévu de le faire, mais en gros, on passe de je sais pas quelle forme à une sorte une formation en interne dans un milieu aquatique, puis on va sortir dans un monde extrêmement stimulant. Ces stimulations peuvent être considérées comme d'abord recelant des délices et des violences à l'intérieur d'elles. Et pour faire cette expérience-là, parce qu'on passe d'une conscience hyper large à une conscience qui va se resserrer, il y a besoin de progressivité pour le faire, ça, pour trouver ce centre-là. Et quand cette sécurité, elle n'est pas assurée, quand les personnes au-dessus, en fait, elles n'ont pas fait ce travail-là pour elles, et ben, il se peut qu'on explose et que comme on chute de son humanité et on veut plus jouer au jeu. On veut plus faire cette expérience-là parce que c'est vraiment trop, c'est trop absurde. On n'a pas envie de donner de son. C'est un peu prétentieux d'une certaine façon, et puis c'est pas que ça, évidemment. Mais j'avais pas envie de donner de mon intelligence au monde parce que je le trouvais con, quoi, pour résumer. Et le fait est que c'est ce continuum que tu évoques, ça résonne avec cette continuité de passage d'une globalité de conscience à un corps et une existence humaine qui demande comme ça d'être respectée, d'être protégée, puis d'être autonomisée d'une certaine façon. Ça va? Non, c'est vraiment big. On est vraiment en train de témoigner l'émergence d'une génération de parents qui ont une conscience, qui ont des intentions qu'on n'avait pas avant, parce qu'on n'était pas là au niveau de notre humanité. En fait, on a déjà été là, mais on l'a perdu depuis tellement longtemps. Et là, on est en train de se le rappeler, sauf qu'on vit encore dans ce monde moderne, bourré de polluants, de plastique, de malbouffe, de sucre, de violence, de trauma, de médicalisation, de tout. Mais il y a quand même ce mouvement-là qui est en cours. Il est là, le nouveau paradigme des naissances, des familles. C'est vrai, c'est là, c'est pas juste un bon slogan marketing, là. C'est vraiment là, c'est en train d'émerger.
Et on a la chance d'en faire partie, d'être dans les premiers balbutiements, tu sais. Puis c'est sans prétention là, que je le dis, puis c'est non plus sans... tu sais, c'est presque avec un pardon inconditionnel des générations avant nous, tu sais, parce que on peut pas en vouloir à nos parents de pas nous avoir donné ça quand ils ont eux-mêmes grandi dans des conditions tellement plus catastrophiques que nous, tu sais. Et ça dépend, là. J'ai rencontré des gens qui viennent de lignées super saines, puis super optimales. Mais tu sais, pour avoir travaillé depuis quasi 23 ans maintenant avec des familles, j'en ai vu des milliers de familles, là. Et je peux te dire que la plupart des familles ont des lignées où c'est pas facile, là. C'est mondial. Donc, c'est ça, tu sais, c'est comme c'est les 7 feux avant nous, puis nous, on en prend conscience, puis comment on va impacter tranquillement les 7 feux après nous. Ouais. Je rebondirais en disant déjà que je suis très touché par ce que tu partages. Et puis, euh, il y a plein de... Si tu veux, il y a plein d'images qui viennent, qui sont difficiles à transcrire. Mais ça rejoint... comment expliquer ça? Ça rejoint ce que tout à l'heure j'exprimais en disant ça devrait pas être un luxe d'avoir le temps. Et je crois qu'on est en train de basculer dans un moment où on peut le prendre. Donc, de façon très schématique et caricaturale, évidemment. Mais j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, on a construit de quoi se protéger de l'incertitude en créant un monde dans le monde qui est à nous. Et puis petit à petit, au bout d'un moment, ce monde, il est devenu tellement crédible qu'on a cru que c'était le seul qui existait. Et c'est là, c'est comme si maintenant, on était assez en sécurité pour pouvoir peut-être dépasser ce qu'on a construit pour se protéger. Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression. Alors, c'est maladroit comme expression, mais... Non, mais ça revient à prendre le temps, tu sais. Je veux dire, pourquoi tu sais, peut-être que, OK, mettons, prenons quelqu'un qui travaille 50 heures semaine, mais qui écoute quand même sa série Netflix avant de s'endormir. Mais est-ce que tu es prête à compromettre, tu sais, à mettre ça de côté puis à prendre ce moment-là, c'est pour prendre le temps de te préparer, pour prendre le temps de connecter avec ta femme enceinte, tu sais, qui est enceinte 24/7 là et qui s'en va accoucher. Tu sais, je m'en fous de quand tu vas prendre le temps, tu sais, c'est comme pour moi, il n'y a pas de compromis. C'est pas possible de faire des compromis si tu arrives pas à prendre le temps pendant la grossesse pour commencer le travail, pour faire la préparation, pour mettre des choses en place, pour au moins t'assurer que ta femme, elle se sent supportée, aimée, tu sais, que t'en prends soin, qu'elle est nourrie. Ben, si t'arrives pas à prendre ce temps-là, quel genre de parent tu vas devenir? Je veux dire, tu seras pas un parent qui va être mieux que ton père ou que ton grand-père, là. Tu sais. Puis peut-être que ton père, c'est ton idole et tout, mais je veux dire, en tout cas, tu seras pas un parent du nouveau paradigme, ça c'est clair. Dans le sens que, tu sais, on le sait maintenant, là, on le sait. On le sait que de laisser un bébé pleurer, ça l'impacte son cerveau, ça fait des dommages cérébraux qui sont irréversibles, qui vont faire que ça va devenir un enfant qui va être anxieux, stressé, qui va peut-être avoir une tendance dépressive, etc. On le sait que crier sur son enfant, ça me fait la même chose. On le sait, on a de la science maintenant qui nous explique ces choses-là. Et on sait qu'un père qui s'implique en postnatal, qui prend pas son congé parental pour rénover la salle de bain, mais pour être là pour sa femme et son bébé, va sécréter des hormones qui va faire qu'il va s'attacher plus et être un papa plus dévoué dans le long terme. On a tellement de science qui nous prouve que c'est la bonne chose à faire que de prendre le temps et de feel it all, même quand c'est dur, que pour moi, il n'y a pas de compromis possible. C'est comme, il n'y a aucune excuse que tu vas me dire que je vais faire, ah, OK, toi, c'est correct. C'est comme, je veux dire, si tu me donnes des excuses comme ça, probablement que ma réponse, ça va être comme, mais pourquoi t'as pas mis une capote, tu sais? Parce que, je veux dire,
tu vas avoir un enfant, là, je veux dire, c'est facile la grossesse, là. C'est facile l'accouchement. Mais après l'enfant, là, je veux dire, c'est toute ta vie après, là. C'est toute sa vie après. Donc, tu sais, si t'es pas capable de commencer à mettre du temps pour te libérer pour cet enfant à venir, ça va être quoi en postnatal? It's fucked up. qu'on réalise pas ça. Ben, c'est très clair et le message est passé. Donc merci pour ça. Sans compromis, je te le dis. Je reviens à mes questions. Je voudrais savoir, là, dans ce que tu viens de dire, je reviens sur ma question précédente que j'allais ne pas te soumettre, mais je le fais quand même. Est-ce que tu as dû renoncer à des choses en devenant mère? C'est drôle parce que c'est sûr que oui, mais en même temps, c'est des choses qui m'attiraient pas. Tu sais, j'y voulais pas nécessairement ces choses-là. C'est sûr que, tu sais, je suis devenue mère à 20 ans, donc, tu sais, j'ai renoncé à avoir ma vingtaine, puis à faire le party, puis avoir des aventures, voyager à travers le monde, etc. Tu sais. Mais j'en voulais pas de ça. J'avais déjà fait beaucoup de party dans mon adolescence, puis j'avais déjà voyagé quand même beaucoup avant. Je peux pas dire que j'ai renoncé à beaucoup de choses que je voulais absolument, puis que j'ai pas pu avoir. En fait, j'oserais même dire que mes enfants m'ont permis de me propulser vers tout ce que je voulais avoir. Ouais. Merci pour ça. En fait, on pourrait regarder certains éléments comme étant des renoncements presque de façon pas objective, j'ai envie de dire, mais là, subjectivement, ce que tu nous dis, c'est que finalement, tu embrasses tout ce qui s'est passé et tu vois que c'est plus juste que si tu avais renoncé à être mère, finalement. C'est ça que j'entends. Pour moi, les enfants, c'est les plus grands chamans de la Terre. Tu sais, comme c'est facile d'être une personne super spirituelle, d'être une business woman super successful, tu sais, quand tu fais juste t'occuper de tes plantes puis de ton chat, là. Fais des enfants, occupe-toi-en 24 heures sur 24, puis on s'en reparlera. Comme ça, c'est vraiment une journey. Tu sais, pour moi, c'est comme, c'est l'initiation, c'est c'est vraiment la plus grande démarche spirituelle gratuite qui est offerte sur Terre. C'est l'histoire de l'humanité. Les enfants, c'est des chamans. C'est sans compromis. Ça va te faire montrer des parties de toi que tu peux même pas imaginer qui sont là. Donc, ça fait ton ego, tu sais, ça fait dissoudre ton ego, là. Et à chaque 6 mois, là, tu sais, s'il y a comme une autre couche qui est exposée. Ma grand-mère disait, à chaque 6 mois, il y a quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, j'ai eu 4 enfants, puis je suis comme, ah, c'est vrai quand même. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler justement de ce que tu as appris sur toi en devenant mère? Est-ce qu'il y a des éléments là, tu parles de l'ego, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent ou est-ce que tu veux préciser ce que ça veut dire pour toi? Ben moi, mes enfants, ils m'ont beaucoup aidé à guérir ma propre enfance, qui était une enfance pas facile, j'oserais dire, avec plusieurs traumas et à comprendre aussi des expériences que j'ai vécues dans la vie, des situations dans lesquelles je me suis mise, qui étaient nécessairement une conséquence de cette enfance que j'avais eue. Parce que c'est cet archétype de l'enfant qu'on était, il va impacter tous les archétypes futurs de ta vie tant que les archétypes futurs prennent pas conscience puis vont pas prendre soin de cet enfant. Et le fait d'accompagner mes enfants puis d'être loin d'une mère parfaite, ça m'a vraiment aussi exposée à « Oh my God, c'est vraiment dur d'être parent. » Puis je comprends
mes parents, sachant d'où ils viennent et dans quelle époque ils vivaient, qu'ils m'ont élevé comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense que j'ai envie de te répondre ça. Ben, ça me va. J'attends pas de réponse particulière et plus la réponse est personnelle, mieux ça me va. Alors j'ai 2 questions. Choisis ta préférée, je vais te poser les 2, mais dans quel ordre il faudrait te les poser? Je sais pas trop. Première question, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu dois te pardonner en tant que maman? Est-ce que ça te fait aller quelque part là, ça? Et deuxième chose, qu'est-ce que tu as appris sur l'humanité cette fois-ci en devenant mère? Je pense que les choses que je dois me pardonner, c'est toutes les fois où j'ai pas que j'étais tellement dérégulée dans mon corps, mais que je le savais pas à l'époque, que je m'en remettais aux conseils des autres et que j'écoutais les conseils des autres et que, a posteriori, quand j'y repense, c'était évident que c'était des conseils qui étaient pas adéquats pour moi. Et ça, tu sais, je dois beaucoup pardonner à ces versions passées de moi qui a fait ça. Et de la façon dont j'y arrive, c'est que je sais que à l'époque, ces versions-là passées de la mère que j'étais avaient pas les outils que j'ai maintenant pour comprendre que elle est complètement dérégulée, elle est en mode survie, tu sais, elle devrait faire telle chose, mais elle le sait pas. Et donc, c'est ça. Fait que oui. Donc pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui est venu avec la mort de Sévan. Toutes ces connaissances somatiques, je suis allée me former en somatique, puis tu sais, j'ai réalisé à quel point, wow, tu sais, j'étais donc ben pas outillée toute ma vie pour vivre cette expérience humaine, pour vivre cette maternité, puis mes pauvres enfants qui en ont souffert à certains moments, tu sais. Mais c'est entre autres parce que j'arrivais pas à être régulée dans mon corps, dans mon système nerveux. Et pour moi, c'est vraiment là la clé, tu sais, d'aller se comprendre, puis d'être capable d'identifier que, OK, là, ça va pas. J'ai besoin de prendre soin de moi. Puis c'est pas en cherchant les conseils des autres que je vais le faire. C'est vraiment soit en demandant du support pour prendre soin de moi, mais c'est surtout en prenant le temps de prendre soin de moi puis de redevenir régulée. Puis de pas prendre des décisions dans ces moments-là, tu sais, de laisser les choses passer, de faire bouillir de l'eau puis me faire un bon thé. Dormir là-dessus. Ouais, j'ai oublié, c'était quoi l'autre partie de la question? Je vais te la reposer, mais avant, je vais faire un petit détour par le fait que c'est aussi ce que tu partages dans ton podcast vis-à-vis de ton expérience de sage-femme, puisque en fait, finalement, tu exposes beaucoup de prises de conscience que tu as eues en contactant ton ressenti personnel, là où on t'a enseigné des protocoles. Et donc, c'est en revenant, en fait, en voyant au-delà du protocole, sans le détruire pour le détruire, mais c'est en voyant au-delà de ce protocole-là et en contactant l'humanité qui était la tienne de plus en plus finement, de plus en plus distinctement, subtilement, que tu as ce point de vue si particulier et en même temps qui est assez universel, moi, dans ce que j'en perçois. Ça touche à l'universel et c'est singulier quand même, il y a quelque chose de juste là-dedans. Et donc, c'est un peu ça, tu as eu besoin à des moments de suivre le protocole parce que tu te sentais peut-être pas assez légitime, je sais pas. Ou il y a une question de... En fait, j'ai l'impression que l'expérience des professionnels a été remplacée par depuis le début de l'humanité, un truc comme ça. Ça va, ça? Ben, je pense vraiment que, tu sais, comme je te disais dans l'introduction, la sage-femme avec qui j'ai appris au tout début, elle a fait naître le premier mycélium de la sage-femme que j'allais devenir. Après ça, tu sais, la sage-femme diplômée à l'université, fonctionnaire dans le système pendant toutes ces années,
Ben ça m'a amené beaucoup d'expérience, d'exposition, puis aussi d'objectivité parce que j'en ai vu, tu sais, j'en ai vu des trucs, j'en ai vu des urgences. Je sais que la science peut sauver des vies. Je sais que mes compétences en urgence peuvent sauver des vies. J'en ai sauvé des vies. Sauf que, effectivement, il y a beaucoup d'angles avec lesquels on approche la naissance qui sont, à mon avis, très pathologisants de la naissance, même si on pense qu'on l'approche dans un angle respectueux. Et c'est là que ça devient vraiment fucked up. Et là, tu sais, si on ajoute là-dedans du médico-légal, puis de la responsabilité médico-légale, ben ça prend du guts pour mettre en doute ces protocoles, puis dire ben moi je vais faire exploser ça, tu sais, dans ma pratique, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de ça. Et je pense que ça vient avec l'expérience, avec aussi des rencontres avec les familles. Tu sais, moi je dis toujours, ce sont les familles qui m'ont formée. Bien sûr, j'ai une formation à l'université, je pense que c'est important de se former, mais la vraie formation, elle vient vraiment quand tu es capable de t'asseoir dans un coin, puis d'avoir la curiosité du mystère qui a lieu devant toi. Et là, tu apprends énormément. Ok, merci.